Chers collègues, mesdames et messieurs, je pense que nous devrions nous apprêter à commencer cette nouvelle session. Donc peut-être que les collègues qui sont à l'extérieur peuvent venir et que nous commencions. Nous avons déjà pris quelques minutes de retard. Merci. Nous appelons les collègues qui sont à l'extérieur. Nous vous prions de venir, que nous puissions commencer cette session. Et j'espère que le début de cette conférence, qui soit dit en passant est la deuxième conférence, même si elle se passe 3 années après celle que nous avions tenue en 2019, mais nous connaissons tous les coupables, n'est-ce pas, pour ça. C'est une petite bête que l'on appelle Covid, qui a essayé de mettre un peu de sable dans les engrenages et nous empêcher de fonctionner. Mais nous avons trouvé le moyen, dans tous nos pays et dans la mesure de nos capacités, quand même, de récupérer et de recommencer à fonctionner. Et le Fonds vert pour le climat est heureux que nous ayons pu nous réunir, encore une fois, pour la deuxième édition de cette conférence de programmation globale. Alors, nous allons aujourd'hui continuer la discussion. Comme vous le savez, le directeur exécutif a ce matin déjà peint le thème général pour cette discussion. Et l'un de nos objectifs, n'est-ce pas, est de pouvoir s'assurer que nos partenaires ont un accès accru aux ressources du Fonds vert pour le climat, mais aussi, étant donné que nous nous approchons de cette deuxième phase de notre vie, après la levée de fonds dans laquelle nous allons nous engager, ce serait aussi de prendre les idées de nos partenaires pour voir comment nous pouvons nous améliorer. Et l'un des grands éléments sur lesquels nous travaillons, comme vous le savez, c'est ce programme préparatoire, ce programme de support préparatoire que nous appelons Readiness et qui est en fait destiné à renforcer les capacités à différents niveaux de nos pays et des diverses entités qu'elles utilisent pour l'accomplissement de leurs ambitions climatiques, à donc augmenter ces capacités de sorte à ce qu'elles puissent accéder aux ressources du Fonds vert pour le climat, de sorte à ce qu'on puisse être plus ambitieux dans le genre d'intervention que nous avons. Alors, nous aimerions bien recueillir vos idées, n'est-ce pas, sur ce qui va, ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer pour ce qui est de ce programme de Readiness. Alors aujourd'hui, cette session que nous avons, en fait, c'est la suite. Vous aviez déjà vu notre directeur exécutif adjoint, Monsieur Henri Gonzalez, qui avait peint rapidement l'image tout à l'heure. Et maintenant, pour nous permettre que la langue ne soit pas une barrière, nous avons décidé d'avoir une session parallèle en français ici sur le sujet de comment les ressources du programme de support préparatoire peuvent répondre aux besoins des pays et faire progresser les investissements climatiques. Alors, sans plus attendre, j'aimerais bien inviter notre directeur exécutif adjoint, Monsieur Henri Gonzalez, s'il vous plaît, à bien venir nous guider dans ces discussions, mais aussi vous dire, comme nous ne serons pas les seuls à parler, Henri va aussi demander à d'autres panélistes de le joindre. So, Henri, à vous. Merci beaucoup, Kabishi. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Henri Gonzalez. Je suis le directeur adjoint du Fonds vert du climat. Quand ils m'ont demandé de faire la séance en français, j'étais un peu étonné parce que ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Et après, j'ai appris le français. Après, j'ai appris le portugais. Le français, c'est la langue la plus nouvelle que j'ai appris. D'abord, je m'excuse si je vais faire des fautes ou si je suis pas assez compréhensible. Mais c'est une langue que j'aime beaucoup parce que mes enfants étaient nés en France et on a grandi là-bas avec la langue, même si maintenant, on est ici en Corée, ils vont au lycée français et on essaye de se débrouiller. Mais l'idée de cette séance, c'est de vraiment continuer à partager ça qu'on a commencé dans la séance plénière. Et l'idée, c'est de continuer à apprendre de notre collègues, de notre partenaire, des gens qui travaillent avec nous. Et maintenant, je voudrais inviter
et plusieurs des intervenants de venir avec moi ici dans les podiums et pour commencer la discussion. Et je vais inviter d'abord au professeur Chawa, secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Et aussi, je voudrais inviter M. Amidou Goïta, chef du département de la mobilisation des ressources financières à l'Agence environnementale et de développement durable. M. Cheikh Mbo, et directeur général du Centre de suivi écologique Sénégal, CSE. Et M. Ibrahim Charfadine, directeur de la lutte contre les changements climatiques au ministère de l'Environnement et des ressources halieutiques du Tchad. Et M. Malik Diaye, directeur général de la Banque agricole du Sénégal. Et aussi M. Lacour de Haïti, qui nous sommes très contents qu'il nous a arrivé à nous joindre. So, j'invite tous, ils sont là, sinon on invite les autres qui peuvent aussi venir à nous joindre. Comme Gabishi nous a dit tout d'abord, aujourd'hui, on voudrait vraiment qu'on discute ensemble et les sujets de comment les ressources du programme de support préparatoire qu'on appelle Readiness en anglais peuvent-elles répondre aux besoins des pays pour faire progresser les investissements climatiques. L'idée, c'est d'avoir une conversation assez ouverte dans laquelle on peut tous apprendre. Et on va travailler sur 3 sujets et on va faire quelques questions par sujet que je vais adresser aux différents participants. Et voilà. La première question, nous allons inviter professeur Paul Chawa pour nous dire, merci bien professeur pour être ici, mais on voudrait vous demander, à votre avis, quelles sont les capacités au niveau gouvernemental qui manquent dans les pays où les programmes de readiness peuvent fournir un soutien afin de traduire les stratégies de changement climatique en plan d'investissement et proportion de financement. Si vous pouvez être, voilà, dans 3 minutes, répondre à une question assez complexe, mais on voudrait avoir votre avis. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup. Je vais aller droit au but. Les ressources de readiness doivent être simultanément affectées pour éviter l'éparpillement. Il faut une agrégation sur un certain nombre de volets. J'en ai vu 4. Le premier, c'est l'accompagnement des États dans l'intégration de leur engagement climatique dans les stratégies de développement. Je vois la CDN, mais d'autres stratégies encore. Ceci devant leur permettre de les implémenter aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale. Le deuxième aspect concerne la structuration du dialogue interinstitutionnel. Généralement, ce sont les ministères de l'Environnement qui portent le débat au plan climatique, mais la réalité, c'est que plusieurs autres ministères sont impliqués, l'agriculture, l'énergie, l'élevage, les transports, entre autres. Or, les ressources de readiness doivent pouvoir permettre cette plateforme intersectorielle de fonctionner afin que l'on puisse regarder dans la même direction et avoir des résultats. Le troisième aspect traite d'une question très importante pour nous, c'est le système d'information. Il faut les donner. Sans les données fiables, désagrégées et cohérentes, on ne peut pas monter des dossiers. On ne peut pas monter des dossiers. On a vu tout à l'heure dans d'autres réunions que c'est un préalable important. Or, ces ressources, les ressources de readiness, peuvent permettre de les organiser, de les structurer afin de pouvoir rendre compte des vulnérabilités, mais de pouvoir également mesurer les efforts en termes d'adaptation. Ceci peut passer par le monitoring, entre autres. Alors, l'autre point concerne spécifiquement les AND. Nous pensons qu'il est urgent que ces ressources de readiness leur permettent d'être mieux positionnées. On a l'impression que généralement, ça se joue
entre le secrétariat du DCF et les delivery partners. Le point focal n'étant là que pour approuver une petite signature ici, une petite signature là-bas. Nous pensons on doit lui permettre d'avoir un meilleur rôle pour véritablement être sûr que le programme pays est suivi et que les ressources sont affectées sur des projets qui véritablement ont été considérés comme prioritaires et peuvent avoir de l'impact. Alors, pour ne pas excéder, pour ne pas aller au-delà du temps qui m'est imparti, nous pensons que si ces 4 points sont vus, ces fonds pourront donc être structurés de sorte à couvrir, nous pensons systématiquement, ces 4 volets selon un mécanisme simplifié. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci pour nous donner des précisions importantes concernant les données, les obstacles qu'il faut vraiment adresser. Et maintenant, je voudrais donner peut-être un peu la parole aux participants dans ces questions-là concernant les capacités qui manquent ou les programmes de readiness peut être engagé. Je voudrais voir s'il y a des autres précisions que le public voudrait aussi partager à la suite des remarques du professeur. Est-ce qu'il y a des expériences? Est-ce qu'il y a des autres sujets que vous voudrez aborder autant que NDA ou aussi partenaire? À vous la parole. Oui, je vous en prie. Je pense qu'il y a des micros dans votre table, sinon quelqu'un va vous donner. Ah, voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est Elhaj Kambasila. Moi, je suis le responsable de la sauvegarde environnementale et sociale de l'Agence nationale de financement des collectivités en Guinée. Effectivement, nous venons de commencer la mise en œuvre d'un readiness. Et effectivement, comme l'a dit le professeur, c'est effectivement les 4 points. Mais les renforcements de capacité que nous avons visés, c'est surtout l'AND, compte tenu de tout ce qu'il y a pour le suivi, mais aussi l'entité d'exécution, c'est-à-dire l'ANAFIC elle-même, à cause du fait qu'on a besoin de connaître un peu les normes du Fonds vert climat sur aussi tout ce qui est la capacité aussi de gestion des risques. Il y a aussi, nous avons ajouté la Direction nationale de la météorologie pour renforcer ses capacités afin que cette direction d'abord migre en agence autonome pour lui donner des coudées franches afin d'avoir non seulement mobilisé des fonds pour comment dirais-je, financer les demandes d'information, mais aussi avoir des capacités pour informer les populations locales sur les données météorologiques. Et lorsque cette direction n'est pas autonome, elle est au niveau central, elle ne pourra pas avoir la possibilité de mobiliser certains fonds au niveau international, même au niveau de l'Organisation mondiale de la météo. Donc, voilà des capacités que nous avons cherché à renforcer. Donc, l'AND pour le suivi de tous les programmes nationaux, mais l'agence aussi pour les normes du Fonds vert, et puis surtout la direction de la météo pour fournir des informations en temps réel aux utilisateurs. Voilà ce que nous avons comme expérience. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que les capacités sont tout à fait très importantes, la formation, d'avoir cet échange de savoir-faire, c'est très, très important. Et lié au sujet des données, on a la dernière board meeting qu'on a fait ici à Incheon, on a approuvé une nouvelle stratégie concernant l'impact potentiel du climat.
Avant, on a parlé de climate rational. Et ça a été un peu un obstacle parce que les données et surtout les demandes des données, maintenant, on suivre aussi la connaissance du pays, la connaissance de manières de faire au niveau local de certaines choses. So aussi, on comprend et on respecte ces connaissances aussi et ça est devenu très, très important. Il y a des autres... Oui, monsieur, je vous en prie. Merci, monsieur le modérateur. Moi, je m'appelle Pierre Lama. Je suis l'AND Guinée-Conakry. Comme disait monsieur Silla, le problème que nous avons, c'est un problème presque propre à tout le monde. Mais nous avons déjà en voie la mise en place d'une institution accréditée. Mais nous avons compris au cours des choses que le processus est très long. C'est très long. En plus, la rédaction de l'IDNES, son approbation aussi, nous voyons ça très, très lourde. Et nous sollicitons qu'il y ait une réduction du temps pour permettre au pays d'engager des projets. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci pour votre intervention assez pertinente. Et bien sûr, l'accréditation est une relation institutionnelle à la long terme et la manière dans laquelle on les fait aujourd'hui peut être lourd. Ça prend 2 ans ou plus. Mais nous avons aussi un intérêt énorme d'aider les entités directes, d'accès direct. Et on va discuter dans notre prochaine réunion de conseil d'administration au board, on va discuter la stratégie de l'accréditation pour l'avenir. Et je pense que ça sera vraiment un moment où il faut qu'au niveau des stratégiques, on prend un peu la décision, on prend un peu la balance, comment est-ce qu'on va avoir accès aux entités directes vis-à-vis les internationales. Parce que je pense que le 2, on peut travailler avec le 2, mais on a besoin de différents outils pour faire monter les options. Parce que on travaille, je peux vous dire qu'on est très fiers que pour les prochaines réunions des directoires en août 17, on va avoir 6 funding proposals de direct access. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça va être plus que 50%. Et voilà, on est encore en train de finir toutes les révisions parce que comme vous savez, nous, au niveau du secrétariat, on approuve le projet au niveau du comité d'investissement, mais après, il y a un comité du board, c'est un comité indépendant qui s'appelle ITAP, et c'est eux qui vont faire la dernière approbation pour que ça puisse être considéré par le board. Mais on va voir, on a travaillé cette année, et la raison pour laquelle on va voir pas mal de FP, voilà, de funding proposals qui va venir en octobre, parce qu'ils nous prennent plus de temps pour travailler avec les direct access. Les capacités, il faut les aider plus. Mais nous, on a des outils. On a des programmes dans les readiness, on peut avoir des consultants. Dans les projets de préparation, on peut avoir aussi des consultants. On peut aider, on peut faire de l'assistance technique, même de notre côté. Si c'est un souci concernant la mesure de l'impact, voilà, on a notre comité scientifique qui peut aussi engager. Vraiment, on voudrait travailler ensemble. L'autre chose que je peux vous dire, on verra qu'est-ce que ça sera les résultats de la discussion concernant la stratégie d'accréditation. Dans les bords du mai, on a fait ça à Antigua et Barbuda, ils ont approuvé la Project Specific Accreditation Assessment, PSAA. Ça, c'est une nouvelle modalité. On va faire un projet pilote et ça sera pour voir si on a des partenaires
dans lequel peut-être on n'a pas en relation à de long terme. Peut-être que ça sera plus transactionnel. Et ça peut être aussi pour le secteur privé. Parce que, voilà, 2 ans pour le secteur privé, c'est compliqué. Ou ça peut être aussi pour une agence de l'État ou une agence spécifique pour faire un projet. Et on va commencer à faire ça l'année prochaine. On voudrait faire 10 projets par an. Et ça, c'est un autre niveau. C'est pas une accréditation institutionnelle. C'est plutôt une accréditation transactionnelle pour un projet spécifique. C'est plus pointu, c'est vraiment concernant ces projets-là. Et on va démarrer ça en avril 2023 et on espère faire 10 par an pour 3 ans. Je pense que ça sera vraiment bien d'avoir des engagements parce que vraiment, vous avez que pour nous, adaptation, secteur privé, Afrique, les developed countries, les SIDS, ce sont les vulnérables sont très importants pour ça qu'on voudrait faire. Mais bon, merci beaucoup. Je pense qu'il y avait une question de ce côté-là et comme ça, on va finir pour aller aux deuxième question du premier sujet. Je vous en prie, monsieur. Merci bien. OK, merci. Je suis Nebida Lamé Kaboré du Burkina Faso. Je suis assistant à l'autorité nationale désignée. Et j'allais dire sans objet, mais je vais la poser quand même parce que vous avez abordé un peu mon inquiétude. Sinon, j'adhère parfaitement avec la 4e position du professeur, surtout revoir le rôle et la place de l'AND justement dans le mécanisme de mise en œuvre du RIDNES dans les pays parce que ça ne doit pas être juste des signatures. Maintenant, ma question, quels sont vos indicateurs pour dire qu'un RIDNES a réussi au niveau du Fonds vert climat? Je pose cette question parce que si le pays bénéficie d'un financement pour faire accréditer 2 entités nationales, le RIDNES est exécuté et jusqu'à l'heure dont je vous parle, les entités ne sont pas encore accréditées. Est-ce que véritablement, on peut dire qu'on a atteint nos objectifs? Deuxième question, nous avons exécuté également un RIDNES qui devrait au finish nous donner une note conceptuelle du projet pays. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu cette note conceptuelle. L'idée a démarré après, on a voulu en faire un projet régional. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a atteint nos résultats à travers ce RIDNES? Donc, moi, je voudrais savoir quels sont les indicateurs que vous mettez en place pour effectivement valider les RIDNES. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je pense que les indicateurs de succès, c'est parfois assez général et plutôt il faut qu'il soit plus spécifique. Nous, c'est notre board qui nous demande certains indicateurs et concernant les pourcentages par région, concernant l'équilibre entre atténuation et mitigation, etc. Nous, on a aussi des indicateurs on est en train de réviser. Et la readiness, c'est exactement une des choses qu'on travaille à ce moment-là. Parce que, comme vous venez de dire, c'est quoi le but voilà, readiness? D'abord, c'est les différentes entités qui proposent des projets. Mais parfois, je pense qu'on peut les guider, on peut aussi partager les connaissances de ce qu'on apprend d'un côté et de l'autre. Mais nous, notre but sera de voir comment est-ce qu'on peut traduire les indices dans des plans d'investissement et comment est-ce que nous, on peut aussi utiliser notre ressource pour aider. Mais une chose que c'est très important, nous ne serons pas le seul qui peut investir parce qu'on a des ressources limitées. Voilà, à ce moment-là, par exemple, on a 35% de notre ressources en Afrique, de toute la région du monde. Ça, c'est pas peut-être suffisant, mais comme Yannick a dit, je pense tout à l'heure, nous, on représente 2 ou 3% de toutes les ressources qu'on a besoin pour faire face au changement climatique. Mais pour moi, le plus important, c'est que nos ressources sont utilisées de la meilleure manière possible. Ça veut dire que cet investissement, soit readiness ou soit
et project preparation, ou même du projet, c'est fait et ça peut être traduit dans un impact pour les pays, parce que les pays peuvent aussi voir que notre soutien, c'est un soutien qui aide à arriver à leur objectif. Voilà. Même si on a des autres critères, pour moi, je pense que on va voir la totalité s'il y a des efficacités ou pas au moment qu'on voit ces changements au niveau des pays. Pour l'instant, voilà, on a des KPIs, comme on dit en anglais, assez court terme peut-être. Voilà, parce que nous sommes dans un schéma de la long terme. Mais si, je pense que c'est vraiment pertinent de poser des questions parce qu'il faut poser des questions aussi. Et je pense que nous, une chose qu'on voudrait faire, et Yannick l'a parlé, il faut qu'on travaille plus proche de votre région et de votre pays. Voilà, on ne peut pas faire tout d'ici. Et ça, c'est une chose qu'on a demandé au bord, de faire une décentralisation pour avoir des bureaux régionaux dans les régions. Pour être plus proche aussi. Ça sera plutôt un programme pour le GCF2, ça veut dire le prochain programme qui va commencer en 2024. Mais on est là. Une chose que je peux vous dire, c'est que nous sommes comme la préadolescence. Ça veut dire, on marche, on a une petite autonomie, mais on n'est pas encore voilà, on a 7 ans d'opération. Voilà, si on regarde en 2015, c'est la première fois qu'on a fait un projet. Maintenant, on a 200 projets. Et on a investi plus de 10 milliards de dollars de notre part. On est arrivé à attirer plus de 30 milliards. Voilà. Ce n'est pas encore ça qu'ils ont besoin, mais je pense qu'on commence à arriver à un niveau de maturité organisationnelle qu'on espère qu'on va être, voilà, qu'on va répondre à vos besoins d'une meilleure manière. Mais c'est cet engagement comme aujourd'hui et aussi la présence de notre équipe avec tous les autres pays qu'on espère que ça va nous aider. Bon, merci. On va continuer parce que c'est vraiment très riche la discussion. Et pour la deuxième question, je vais me permettre de demander au monsieur de la Banque agricole. Et je pense qu'on est un peu off-script parce qu'il y avait une autre personne qui n'est pas là. Mais je pense que vous pouvez nous répondre autant que secteur privé. Et la question, c'est vraiment, comment les pays peuvent-ils susciter l'implication du secteur privé dans l'action climatique? Comment le programme de readiness ou des autres ressources peut aider au gouvernement à accomplir cet objectif d'attirer? Parce que vraiment, on est ici dans une alliance public-privé. Je voudrais avoir votre avis ou votre expérience concernant ça. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je m'appelle Malik Ndiaye, je suis le directeur général de la Banque agricole. Et merci pour l'invitation que vous nous faites pour partager l'expérience de la Banque agricole du Sénégal en matière de gestion des fonds Readiness. Nous avons l'avantage, effectivement, d'avoir été désignés comme delivery partner pour mettre en œuvre le deuxième programme Readiness du Sénégal. Le premier a été conduit par notre collègue d'à côté, Cheikh Mbow, du Centre du suivi écologique. Et il faut reconnaître aussi que nous avons, comme nous sommes institution financière, nous avons pu obtenir l'accréditation au Fonds vert en 2020. Et ce programme Readiness, nous l'avons conçu avec le NDA, bien sûr, avec le gouvernement du Sénégal, et nous le mettons en œuvre depuis bientôt 2 ans. Alors, la question posée, effectivement, est une question pertinente sur l'implication du secteur privé. Dès le départ, nous avons compris effectivement que le Readiness, on le dit tout à l'heure, je pense que l'enjeu pour nos pays, c'est de préparer une plateforme d'acteurs capables d'intervenir en tout cas dans la préparation du pays, à apporter des programmes majeurs dans les problématiques de financement vert et des projets d'envergure qui ont un impact sur les populations et sur le climat. Et pour cela, nous avons, nous en tout cas, compris qu'il fallait mobiliser tous les acteurs du Sénégal concernés par les problématiques climatiques. Et nous l'avons manifesté récemment. Il y a 3-4 mois, nous avons organisé
un dialogue de haut niveau, évidemment avec le GGI, qui est l'Institut mondial de croissance verte, qui est aussi un acteur, en tout cas important au Sénégal, qui est à côté du Fonds vert climat à Sondo. Nous avons convié l'ensemble du secteur privé, société civile, partenaires qui sont dans le secteur des renouvelables, comme le Conseil national des énergies renouvelables, le COPERES, avec qui nous avons une convention de partenariat. Nous avons invité l'ensemble des organisations de paysannes intéressées aussi par les questions de changement climatique, représentant la plus grosse partie des populations démunies. Nous avons invité le gouvernement, nous avons invité les entreprises aussi industrielles qui travaillent dans le secteur privé et qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Nous avons invité les femmes, les jeunes, tous les acteurs, en tout cas publics, intéressés par la question climatique. Et comme le climat est une question transversale, nous avons réuni pendant 2 jours ces acteurs pour échanger sur les opportunités qu'offre l'investissement climatique et quel rôle le secteur privé sénégalais est appelé à jouer, considérant que derrière l'investissement climat, il y a beaucoup d'opportunités effectivement que nous devons prendre en compte. Et donc, effectivement, nous pensons au terme de ces échanges, nous avons pu déjà organiser le lendemain un B2B avec ce monsieur-là, monsieur Abdelaziz Diédhiou, un B2B qui a permis d'échanger directement avec les porteurs de projets climat, avec la Banque agricole, mais aussi avec le GII. Et l'objectif, a été de sélectionner un certain nombre de projets pertinents, 6 projets en l'occurrence, pour essayer de les développer ensemble avec justement les fonds que nous avons, une partie des ressources que nous avons avec le RUDINES. Donc, pour nous, effectivement, nous considérons que le RUDINES et les ressources du RUDINES sont importantes. Il faudrait bien les utiliser, effectivement. Mais la question qui est posée pour nous, c'est est-ce que nous avons toujours, au niveau local, toutes les compétences dont on a besoin en termes de consultants pour développer les projets? On l'a dit tantôt, tout le monde l'a dit. Je pense que la maîtrise des impacts climatiques ou les situations météorologiques ou les questions climatiques ou les caractéristiques climatiques, les données climatiques sur le long terme, tout ensemble des choses dont on a besoin pour évaluer un projet, mettre en place un projet climatique, c'est des données qui ne sont pas toujours disponibles dans nos pays. Et donc, nous avons besoin, je pense, de ce point de vue-là, de renforcer les capacités des acteurs que nous sommes et de faire en sorte que nous ayons l'ensemble des compétences au niveau local. À défaut, nous allons chercher ces compétences à l'externe avec les grands cabinets, mais qui demandent des montants beaucoup plus importants que ne peut permettre le RUDINES. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut simplement suggérer au Fonds vert climat que dans la mise en œuvre d'un RUDINES, que nous puissions être assez souples pour justement, quand c'est nécessaire, corriger les montants qui ont été validés dans le budget initial et aussi s'attendre à ce qu'il y ait un délai relativement long dans la mise en œuvre. Ça nous est arrivé, nous avons été obligés de demander une extension de délai pour continuer la mise en œuvre du RUDINES parce que clairement, entre le lancement des appels d'offres, les soumissions, les dépouillements, la mise en œuvre des activités, nous avons perdu beaucoup de temps et nous avons été amenés à demander avec l'AND l'extension de la durée du RUDINES et fort heureusement, le Fonds vert climat a accepté et je pense que c'est important. Nous l'avons fait bien évidemment en relation avec UNOPS qui est l'entité désignée par le Fonds vert pour la mise en œuvre du RUDINES. Et là aussi, je pense qu'il y a quelque chose à faire de façon à ce qu'on puisse accélérer la disponibilité de nos partenaires intermédiaires, le UNEPS pour ne pas le nommer. Nous aurons un B2B demain pour en discuter, pour voir dans quelle mesure on peut améliorer effectivement les relations avec UNEPS qui représente le Fonds vert dans la mise en œuvre du RUDINES. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre précision. Tout à fait. Je pense qu'ici, c'est un vrai partenariat. Il faut travailler les publics et les privés ensemble parce que le défi est assez grand et pour arriver, il faut le faire. Mais c'est pas toujours très facile parce que parfois, voilà, les incentives sont différents, mais en même temps, et
la manière dans laquelle on peut travailler, les temps que voilà, parfois la manière dans laquelle on travaille dans certains projets prend beaucoup de temps. Et le secteur privé parfois a mal à s'y adapter. On essaye toujours de voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. On a prouvé la stratégie du secteur privé dans notre réunion de directoire à Antigua dans le mois de mai. Et un des 4 piliers principaux, c'est on appelle en anglais greening the local financial system. Ça veut dire travailler avec les systèmes financiers pour être sûr qu'on approche la stratégie verte pour ce secteur. C'est ça très, très important. C'est très important de travailler avec la banque, qui travaille avec la microfinance, avec les PME et aussi avec les autres acteurs du secteur privé. Maintenant, je voudrais donner la parole au public aussi, si vous avez une expérience à parler concernant le secteur privé. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Mon nom est Fortuné Dossou-Worou. Je suis au Fonds national pour l'environnement et le climat du Bénin, qui est une entité nationale à accès direct. Nous avons un grand défi au Bénin pour la mobilisation du secteur privé. Le secteur privé a commencé à comprendre seulement à la dernière COP. Donc, dès qu'au retour de la COP, on a fait des réunions et ils ont adhéré au principe, mais le problème, c'est la soumission des projets. Ils ne font pas la différence entre projets de développement et projets climatiques. Donc, c'est par rapport à ça que l'AND a obtenu un readiness et dans la mise en œuvre, il y aura un travail à faire avec le secteur privé, renforcement de leurs capacités pour quand même les mobiliser pour la finance climatique. Merci. Merci à vous, madame. Très intéressant. Je vais venir sur ça. Je pense qu'il y a un monsieur dans la même table et après, on a un monsieur ici en face. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Bougouna Sogoba, donc je suis directeur d'une ONG au Mali et je travaille dans le cadre du secteur privé. Il y avait une petite question que je voulais poser à mon collègue du Sénégal par rapport au lien entre le secteur privé, justement, dans lequel vous êtes. Et parfois, dans les pays, il y a des producteurs de technologies, disons des chercheurs qui innovent, qui créent des technologies, que je connais bien à Kaffrine, au Sénégal, et aussi au Mali, au Burkina Faso, et au Ghana, des chercheurs qui innovent, qui mettent des technologies climato-intelligentes. Sauf que il n'y a pas des industriels, c'est-à-dire des privés qui mettent à l'échelle ces technologies, alors que ces readiness ou ces technologies, si elles étaient supportées par ce type de fonds, pouvaient faciliter l'implication du secteur privé dans les solutions climato-intelligentes. Donc, venir ici, pour moi, l'expérience du Mali en la matière, on a commencé, en ce moment, on est en train de réfléchir à la rédaction justement d'une concept note pour les fonds verts climat, mais ça se fait à travers une plateforme sciences et politique. Je suis du secteur privé, mais je suis l'animateur principal de cette plateforme sciences et politique. C'est de faire en sorte que les acteurs de la recherche, les acteurs du secteur privé et les institutionnels puissent se rencontrer périodiquement au sein de l'agence, dans notre cas, c'est l'Agence de l'environnement et du développement durable, pour pouvoir partager les expériences, partager les informations. La plupart du temps, c'est parce que les informations utiles ne sont pas disponibles pour les différents acteurs, leur facilitant l'implication dans le processus. Alors, je trouve que c'est de mettre un accent particulier sur ces dynamiques de plateforme qui unit les différents acteurs au niveau national et promouvoir une sorte de dialogue science et politique qui va permettre l'implication des différents acteurs
dans la production et la mise à l'échelle des technologies climato-intelligentes. Merci. Merci à vous, monsieur. Je pense qu'il y avait une personne là-bas. Merci. D'accord. Merci. C'est Jean-Yves Andé. Jean-Yves Andé, je suis de la Côte d'Ivoire, expert finance climat et travaillant dans l'équipe du point focal Fonds Vert dans l'AND Côte d'Ivoire. Je vais juste partager un peu l'expérience de la Côte d'Ivoire et donner mon avis personnel un peu sur comment est-ce qu'éventuellement on pourrait aider à l'implication du secteur privé. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, dans le cadre du NUDNES, on a développé une plateforme de discussion avec le secteur privé qui, depuis un moment, a pris un coup, mais qui est en train d'être redynamisée, en fait. Donc, cette plateforme, elle consiste déjà à réunir tous les acteurs du secteur privé, donc agro-industriel, banques, assurances et tous ceux qui ont un intérêt particulier pour l'action climatique. Et cette plateforme-là permet de discuter un peu des besoins en termes de formation que le secteur privé pourrait éventuellement avoir et d'autres types de besoins qui pourraient susciter l'engagement, en fait, des partenaires à accompagner le secteur privé. Donc, nous sommes vraiment au niveau de l'identification des besoins, en fait, des acteurs des secteurs privés. Donc, cette plateforme-là, elle est conduite par le patronat ivoirien, donc qui dirige la plateforme. Avec, au sein de cette plateforme, on a comment ils appellent ça chez nous? Ils appellent ça la commission État-secteur privé, le cadre de concertation État-secteur privé. Donc, il fait partie intégrante aussi de cette plateforme. Donc, il représente l'État de Côte d'Ivoire. Et il y a le patronat et toutes les entreprises, les PME, les grandes entreprises et l'association des banques qui font partie de cette plateforme de discussion. Donc, on est au niveau vraiment de l'identification des besoins. Je pense que ce qu'on pourrait éventuellement peut-être faire pour accompagner même vraiment les pays, c'est que dans ce cas d'espèce, le GCF pourrait peut-être dédier des RUDNES spécifiques pour le secteur privé. Donc, ça pourrait être des RUDNES qui pourraient aider en fait à l'implémentation des besoins exprimés ou aller un peu plus loin en profondeur pour pouvoir permettre en fait aux acteurs du secteur privé d'exprimer plus leurs besoins en fait. Ça pourrait être par exemple des études de faisabilité en fait de comment est-ce qu'on peut transformer le système financier en fait pour le climat. Ça pourrait aussi vraiment comment on peut structurer l'ingénierie financière climatique pour le secteur privé pour soutenir même le système financier pour des investissements un peu plus verts pour le climat en fait, dans le secteur privé, j'avais dit. Okay. Merci. Merci à vous. Et c'est très intéressant. On a une autre personne ici. Je vous en prie, monsieur. Je vous donne la parole. Merci, monsieur le modérateur. Je suis Chouaïbou Choudpoint. Je suis le secrétaire exécutif adjoint et coordonnateur technique de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC. Nous sommes aussi delivery partners d'un Readiness pour la République centrafricaine et Readiness aussi sous-régional pour 6 pays. Je pense que la Readiness peut bien aider les pays à impliquer ou à faire participer le secteur privé. Ce qu'il faut faire, d'autres l'ont déjà souligné, c'est d'établir un dialogue permanent entre le secteur privé et le gouvernement. Donc, Readiness doit permettre aux États d'établir ce dialogue permanent, peut-être par la création de plateformes d'échange, de communication. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit le professeur en termes de système d'information pour dire que ce système d'information sont également très pertinents pour permettre au secteur privé de s'engager. Parce qu'il faut les donner. Nous parlons de projets prioritaires. Généralement, il faut connaître la situation de base. Et pour connaître la situation de base, vous devez avoir des systèmes d'information, des bases de données fiables. Le Readiness doit aussi aider les États à établir des mesures incitatives qui peuvent permettre également au secteur privé de s'engager. Donc, avant d'aller vers le développement de projets prioritaires, il faut penser également des mesures incitatives pour permettre au secteur privé de s'engager. Il faut également que la Readiness permette de renforcer aussi les capacités de toutes les parties prenantes qui vont contribuer à la mise en œuvre des projets transformateurs ou des projets à fort impact qu'on veut développer. Donc, nous pensons que
si on adresse toutes ces questions, surtout de plateformes de concertation permanente entre le gouvernement et le secteur privé, on peut arriver à faire participer le secteur privé dans l'action climatique. Et je voudrais aussi joindre ma voix à celle du représentant de l'intervention. Vous allez m'excuser, hein, de monsieur du Sénégal qui a parlé de la souplesse du secrétariat par rapport à la durée des readiness, pour dire que c'est très souvent très complexe au niveau du terrain lorsqu'il faut impliquer tous les acteurs et ça doit prendre assez de temps. Nous aussi, nous sommes arrivés à demander toujours on est allé de l'extension en extension, que ce soit pour la readiness de la RCA que nous avons déjà bouclé ou que ce soit pour la readiness sous-régionale. Nous sommes en train de demander encore une extension. C'est juste pour vous dire combien c'est pas facile sur le terrain. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants, les intervenantes. Parce qu'avec ces 4 exemples de Bénin, Mali, Côte d'Ivoire et la République de l'Afrique centrale, on a vraiment des manières qui illustrent comment est-ce qu'on peut engager le secteur privé. Et je pense qu'il faut vraiment aussi utiliser parfois des événements. Je pense que la COP26, c'était une COP intéressante parce qu'on a vu le secteur privé vraiment présent. J'étais là-bas et parfois, il y avait beaucoup des actions de le secteur privé ailleurs, voilà, les sièges principaux, mais il y avait une discussion assez fluide concernant le secteur privé. Mais comme Madame nous a dit, il prend du temps, il faut qu'ils comprennent, voilà, c'est comme traduire, c'est comme si on parlait des langues différentes, c'est de les faire venir ensemble, de les aider. De l'autre côté, concernant l'intervenant du Mali, la technologie, c'est très important, les plateformes de technologie, c'est très important, mais aussi, c'est pas que de la transférence de technologie, mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut arriver à l'échelle des technologies. Nous, on est en train de faire un appel d'offres pour des incubators and accelerators pour aider toute la technologie concernant les climate change. On est en train d'attendre l'avis du directoire pour faire ça, mais on voudrait faire un appel. On espère qu'il va y avoir un projet qui va venir au bord d'octobre avec aussi des pôles d'innovation technologique, en Afrique, une autre en Amérique latine, pour travailler avec les universités et travailler avec toute la communauté de connaissances pour aussi aider à voir si les projets qu'ils ont, voilà, qu'ils ont peut-être à une échelle nouvelle, si on peut les faire grandir. Je pense que ça, c'est très, très important. Et aussi, on a écouté la manière d'engager tous les systèmes de la banque et de la PME et tout ça, et je pense que c'est très important. Concernant les projets sur le terrain, on est vraiment conscient que c'est pas tout à fait facile. Et aussi parce qu'on est en train de faire la sortie de la COVID et que ça a vraiment eu un impact. Vraiment, nous, on essaye de voir, voilà, si on peut faire des ajustements et voilà, qui feront les projets les plus, voilà, qu'on va avoir la possibilité de les faire assez avec succès. Mais aussi, s'il y a des soucis qui ne sont pas liés à les conditions externes, on voudrait aussi comprendre si la capacité d'implémentation sont là ou s'il y a aussi des capacités au niveau de l'agence qui va implémenter le projet, si on peut travailler sur ça. Mais je voudrais passer au prochain sujet. Je pense que monsieur voudrait parler, si vous
pouvez attendre un petit peu et venir après quand je ferai la prochaine tour. Parce que maintenant, on voudrait passer au sujet des opportunités d'accélérer l'impact du readiness. Voilà, on a déjà vu comment est-ce qu'on a travaillé ou qu'est-ce que sont les choses qui manquent au secteur privé, au secteur public. Mais maintenant, nous sommes en train de faire une nouvelle stratégie de readiness à proposer en 2023. Et nous, on voudrait voir vos avis sur ça. So maintenant, je voudrais inviter Monsieur Lacour de Haïti, de Westgate Haïti, pour nous donner, à votre avis, monsieur, les 3 principales priorités sur lesquelles vous aimeriez que la GCF se concentre pour la nouvelle stratégie du programme Readiness. On a vu tout à l'heure aux séances plénières que beaucoup de fonds de Readiness travaillent pour aider l'Agence nationale désignée, aussi pour aider aux capacités des entités directes. Mais on voudrait voir votre avis concernant ces potentielles 3 principales priorités. Je vous en prie, monsieur Lacour. Bonjour tout le monde, je suis Johansson Lacour et j'ai beaucoup de casquettes, mais j'ai été invité cette fois à titre de président directeur général de la Westec SA, qui est une entreprise qui fait de l'innovation technologique et en Haïti. C'est l'une des rares applications de la recherche scientifique à des fins de production industrielle qu'il y a en Haïti. Et c'est un projet qui a bénéficié d'un financement de l'Union européenne dans le cadre d'un projet climatique et qui a aussi bénéficié d'un autre financement au niveau de la USAID et au niveau de l'Amérique latine en Haïti. Bon, sinon, j'ai d'autres chapeaux, parmi lesquels je suis enseignant-chercheur aussi à l'université et je suis content de voir que mes autres collègues qui m'ont précédé ont surtout parlé de l'innovation, de la recherche, de l'implication des universités aussi dans les réflexions au niveau des mécanismes de financement du Fonds vert. Et moi-même, je vais surtout dans le cadre d'Haïti en particulier, et je pense que comme j'ai eu l'occasion de travailler dans pas mal de pays, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, etc., il y a des situations similaires qui se répètent. Et là, comme on est dans un contexte au niveau mondial où on est entré dans un cycle d'instabilité au niveau mondial, et en général, quand on est dans cette situation-là, les pays, on va dire les pays les plus en situation de précarité, on va parler des PED, des pays en voie de développement, des petits États insulaires en développement. Ce sont ces pays-là qui vont le plus en pâtir par rapport à cette situation-là. Et moi-même, j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose. J'ai eu à travailler pour le gouvernement haïtien sur la mobilisation du secteur privé. Et à ce moment-là, c'était en 2019, on était en train de mobiliser le secteur privé sur l'accès, sur les mécanismes d'accréditation, etc., etc. C'était en 2019. Et là, on est 3 ans plus tard. Juste pour vous donner une idée, on est déjà au 4e gouvernement et on est déjà à 3 ministres de l'environnement différents. C'est juste pour parler du premier point, justement, sur lequel j'aimerais attirer l'attention du programme du Fonds vert. Il y a un souci au niveau de la gouvernance. Et dès qu'on va parler de autorité nationale désignée, de point focal, etc., dès qu'il s'agit du gouvernement, même moi-même en tant que représentant du secteur privé, faisant la formation pour des entités du secteur privé, j'ai dit, le gouvernement haïtien, tout le monde me dit, oh là, il y a un souci, on ne veut pas travailler avec le gouvernement haïtien. C'est-à-dire qu'au niveau du cadre de la gouvernance, il va falloir intégrer d'autres entités. Et c'est une façon de crédibiliser un peu plus
les mécanismes mis en œuvre par le Fonds vert. Et ça, c'est une première chose. Après, deuxième point sur lequel il faudrait peut-être revenir, c'est surtout, après la gouvernance, etc., il faut regarder le processus d'accréditation des entités au niveau national. Jusqu'à présent, après Readiness 1, Readiness 2 en Haïti, jusqu'à présent, moi-même, j'ai accompagné plusieurs entités financières, bancaires, non bancaires, etc., et des institutions de microfinance à monter des dossiers, mais avec l'instabilité encore qui revient, jusqu'à présent, 4 ans, 5 ans plus tard, il y a 0 entité accréditée en Haïti. Et il y a l'aspect au niveau du gouvernement, mais il y a aussi l'aspect, et pendant que je faisais cette étude pour le gouvernement haïtien, j'ai découvert à travers les lois haïtiennes qu'il y a peut-être d'autres mécanismes de flexibilité qu'on peut mobiliser. Par exemple, les lois, et je pense que c'est peut-être, bon, on est tous, les pays francophones, on est tous héritiers des lois venant de la France, etc. Je m'étonnerais de ne pas retrouver ça aussi dans les mécanismes juridiques et les cadres institutionnels d'autres pays africains, par exemple. Il y a cette possibilité de mobiliser des mécanismes, des entités au niveau de la microfinance, j'ai été surpris de voir que même, on va dire, même des universités, même des associations comme des chambres de commerce pourraient être considérées comme des institutions de microfinance et participer à la mobilisation des fonds à travers le Fonds vert. Je pense qu'il faut aller peut-être vers une approche beaucoup plus élargie, ne pas seulement se concentrer sur les institutions financières traditionnelles, comme les banques, les coopératives, etc., aller voir peut-être dans un spectre beaucoup plus large. Après, le troisième point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est surtout au niveau de la communication. Il y a un vrai souci au niveau de la communication. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de faire les 10 départements géographiques du pays, à rencontrer les 10 chambres de commerce et au niveau des 10 départements du pays pour leur parler du Fonds vert il y a 3 ans de cela. Et c'était peut-être la première fois qu'ils entendaient parler du Fonds vert pour le climat. Et après, bon, actuellement, je suis sur un projet avec la Banque interaméricaine de développement. Je travaille en appui avec l'État haïtien et une chambre de commerce. Ils m'ont clairement dit que depuis lors, ils n'ont pas encore entendu parler de ça. Et l'instabilité politique à répétition aidant, on est encore dans ce cycle-là qui ne favorise pas les choses. Justement, pour vous dire qu'il y a une nécessité de changer d'approche, d'aller vers, j'ai été content ce matin de voir qu'on était en train de parler de nouveaux paradigmes, justement, et il faut aller vers ça, donner plus de flexibilité, surtout au pays. Et bizarrement, c'est pas que Haïti, vous allez voir malgré tout, le CDN est prêt, le plan national de lutte contre le changement climatique est prêt, etc. Les documents sont là, mais après, à force d'instabilité, il n'y a pas de suite dans les idées. Il n'y a pas de continuité dans l'action politique. Et je pense qu'il faut aller vers des mécanismes de flexibilité et avoir des mécanismes particuliers, comme d'autres collègues l'ont dit, accélérés et peut-être simplifiés pour ces pays-là qui sont... c'est l'ironie du sort, parce que quelque part, même avec les désastres au niveau du climat qui engendrent d'autres cycles d'instabilité, on a du mal à aller au bout de nos idées. Et c'est pour ça qu'il faut penser justement à des mécanismes particuliers pour des pays comme Haïti qui sont à la merci d'instabilité politique et de désastres climatiques, etc., etc. Je pense que le Fonds vert doit adresser ces questions. Je ne sais pas si j'ai été trop long, mais j'espère avoir répondu à la question. Non, merci. Je pense que c'est une discussion assez riche. Merci beaucoup.
Bien sûr, je pense que voilà, la gouvernance et comment est-ce qu'on prend en compte les contextes, c'est très important. Une chose qui nous manque au fond, c'est vraiment une direction, un guide de notre directoire ou comment est-ce qu'on travaille avec les situations de conflit ou post-conflit. Parce que parfois, voilà, on a des mécanismes dans lesquels on connaît qu'on travaille dans des pays qui sont des conditions compliquées, mais les conflits ou le post-conflit, c'est une autre chose. Les niveaux de risque, tout c'est différent. Et je pense que nous, on est en train de travailler avec notre directoire pour avoir une guide plus claire ou quel type d'intervention ou des modalités il faut utiliser. Et je pense que la flexibilité concernant l'accréditation, on entend ça beaucoup. Ça, c'est bien noté. Et on est en train de travailler sur cette stratégie. La communication, je pense que voilà, nous sommes une entité qui vraiment travaille proche de ses partenaires. Voilà, on a besoin de votre aide pour dire les bonnes choses qu'on fait ou les choses qui ne sont pas assez bonnes aussi, c'est très important. Mais je pense qu'il faut être plus proche de vous. Et c'est ça la stratégie qu'on voudrait avoir dès 2024, d'avoir des présences régionales. Parce que voilà, je pense que ça nous manque beaucoup. Mais bien sûr, on est en train aussi de créer des outils que les gens peuvent utiliser. Par exemple, on a lancé un outil pour comprendre tous les outils d'évaluation qu'on fait pour les investissements. Comme ça, avant d'envoyer, on a une appraisal, voilà, une guide de comment est-ce qu'on fait les évaluations du projet. Maintenant, c'est là. On a aussi un outil en ligne pour l'accréditation. Bien sûr que parfois c'est lourd et ce n'est pas accessible. Il y a des pays qui sont des soucis de réseau, mais au moins on essaye de faire beaucoup, mais on est très loin. Il faut qu'on commence à être plus. Je prends cet avis concernant la communication comme un avis très, très important aussi. Parce que monsieur, avant, je n'ai pas vous donner la parole, mais si vous voudrez adresser concernant l'avenir de Readiness ou de notre sujet, je vous donne la parole maintenant. Merci. Il y a quelqu'un qui vous donne le micro? Merci. J'ai une préoccupation pour l'implication du secteur privé. Oui. Qui parle du secteur privé parle de prêts, hein, ils ne font pas de dons, c'est des prêts qu'ils font, et des projets de changement climatique, c'est des projets qui ne sont pas directement productifs. Et qu'est-ce qu'il faut? Et au cas où il faut accepter le prêt, il faut impliquer le ministre en charge de la dette. Ça va prendre un processus aussi long. C'est là où il faut un peu étudier. Ce que je voulais ajouter. Okay. Non, tout à fait. Je pense qu'avec le secteur privé, c'est un partenariat de financement hybride. Il faut que le secteur privé comprenne très bien comment est-ce qu'on peut utiliser les fonds publics pour attirer les fonds privés et que nous, on voudrait être là, pas pour une subvention comme telle, mais pour comme un catalyseur. Ça veut dire qu'on utilise l'argent pour aider voilà, et arriver à faire les projets faisables. Je vous en prie, madame. Il y a une micro là-bas. Oh, pardon, monsieur. Je vous en prie, pardon, madame. Et après, madame. OK. Merci. Moi, c'est Somda Abraham. Je suis assistant à l'AND du Burkina Faso. Donc, mon intervention va dans le sens de ce que monsieur Lacour a dit, par rapport en tout cas aux priorités pour accélérer le processus de Readiness. À notre niveau, nous pensons qu'il faut aussi harmoniser les critères d'approbation de ces Readiness. Parce que des fois, on essaie de se fonder sur des Readiness déjà validés, mais en retour, au niveau du secrétariat, bon, la plupart du temps, c'est remis en cause. Donc, finalement, on ne sait pas quels sont les critères en tant que tels d'approbation. Donc, on pourrait harmoniser pour que quand on suit le processus, bon, qu'il y ait très peu de retours
ou bien très peu de corrections, de commentaires. Là, ça permet effectivement d'aboutir à moins d'1 an donc, à la validation du REDNES. Donc, par rapport donc, à l'engagement du secteur privé, à notre niveau, on va demander l'accompagnement du fonds vert, du secrétariat. Si je prends le cas d'une banque au niveau du Burkina Faso, où on a bénéficié d'un REDNES pour accompagner cette banque à aller vers l'accréditation. Et donc, ça a constitué en tout cas un effet de stimulation pour les autres banques pour chercher à être accréditées. Mais à ce jour, le dossier n'a pas bougé. On a soumis tous les dossiers d'accréditation, mais il n'y a pas eu assez de retours. Et bon, donc, ça n'encourage pas tellement donc, les autres banques. Donc, en tout cas, on va demander l'accompagnement de GCF pour accélérer ces dossiers et ça, en tout cas, ça va constituer un effet stimulateur pour que les autres partenaires du secteur privé puissent s'engager. Merci bien. Merci, monsieur. Madame, maintenant à vous. Donc, bonsoir à tout le monde et merci, monsieur le directeur. En fait, c'était juste pour faire une petite contribution. Je suis Madame Silla Aïssata Sall. Je travaille au Centre de suivi écologique qui est entité accès direct et en même temps DP. Donc, il y aura la première génération RIDINES 1.0 et la deuxième génération 2.0. Donc, moi, la recommandation que je me réfère auprès des autorités nationales désignées, c'est vraiment d'utiliser le programme pays comme un outil de travail parce que quoi qu'on dise, ça crée un raccourci. Pourquoi? Parce que en termes de priorisation des axes d'intervention au niveau national, c'est décliné. En termes d'identification d'entités potentielles pour l'accréditation, c'est plus ou moins identifié. Et en termes de renforcement de capacité également. Et je pense qu'il faudrait qu'on utilise ce document stratégique pour décliner une feuille de route, un agenda sur les 5 prochaines années, par exemple. Et aussi mettre en place un système MRV de suivi pour voir concrètement les RIDINES que le Fonds vert climat a eu à financer, quels sont les résultats et comment créer une valeur ajoutée. Parce que en termes de baseline, donc ce sont des informations qu'on nous demande, donc il est important qu'on se base et qu'on utilise les documents stratégiques qu'on a eu à élaborer. Merci. Merci beaucoup. Voilà, il y a 2 messieurs ici. On va voir si après on va continuer, après on revient. Je vous en prie, monsieur. Merci, c'est le modérateur. Et moi, c'est Mohamed Lawali du secrétariat exécutif du CNEDD Niger. CNEDD, Conseil national de l'environnement pour un développement durable, qui est autorité nationale désignée auprès du Fonds vert climat. Donc, par rapport à la question des priorités, si vous permettez peut-être d'évoquer un peu par rapport à la première question, puisque j'étais sorti lorsque je devrais intervenir, et par rapport à la mobilisation du secteur privé. Et au Niger, à partir de la ratification de l'accord de Paris, comme l'accord de Paris met un accent particulier sur l'investissement, la mobilisation de l'investissement des secteurs privés, et nous nous sommes engagés à faire en sorte que le secteur privé soit mieux outillé de l'expertise climatique pour qu'il essaie de comprendre quel est d'abord l'accent climatique et quelles sont les opportunités, puisque les changements climatiques, c'est vrai, il y a l'adaptation, mais il y a des opportunités qu'il faut saisir et pour faire une business à travers les changements climatiques. Donc, il y a la BAGRI, la Banque agricole du Niger, qu'on a fait en sorte qu'elle soit accréditée auprès du Fonds d'adaptation depuis 2018. Et à partir de là, comme c'est une opportunité qu'elle a, nous nous sommes engagés à travers l'AND que cette banque soit accréditée auprès du Fonds vert climat. Mais depuis presque 3 ans jusqu'à présent, nous sommes à la traîne et le processus d'accréditation de cette banque, nous avons inscrit ça à travers les discussions bilatérales et une autre institution qui a en charge le financement des collectivités territoriales
l'Agence nationale de financement des collectivités elle-même, nous avons mis son dossier pour l'accréditation, mais depuis la première lettre, il n'y a pas eu de suite et nous allons encore discuter de ça par rapport. Mais par la mobilisation du secteur privé, dans le cadre de la révision de la CDN, nous avons fait en sorte que ce secteur privé soit plus impliqué dans ce processus de révision, puisque la première CDN, compte tenu du temps qui a été donné pour l'élaborer, il n'y a pas une implication directe de ce secteur privé, mais cette fois-ci, depuis le comité national de révision, le secteur privé a été impliqué et maintenant, nous avons élaboré une stratégie de mobilisation d'engagement des parties prenantes, particulièrement le secteur privé, mais après à une étape où on devrait signer l'engagement de ce secteur privé et à travers la Chambre de commerce qui est un organe fédérateur des secteurs privés, puisque secteur privé, producteur, opérateur économique et producteur individuel, nous sommes arrivés à un obstacle qui ne nous a pas permis de signer l'engagement, puisque pour eux, à ce niveau, lorsqu'on est parti vers cette institution où on a regroupé l'ensemble des secteurs privés, certains ont dit, donnez-nous le temps pour mieux comprendre les opportunités qui s'offrent à nous dans le secteur privé. Et donc, à travers ça, nous nous sommes dit qu'il nous faut cette fois-ci un renforcement des capacités, des expertises de ce secteur privé pour qu'ils connaissent mieux les changements climatiques, l'action climatique, pour qu'à travers cet engagement, ils essaient de monter des projets bancables pour leur activité. Donc, à ce niveau, vraiment, pour le moment, au Niger, nous sommes dans cet accompagnement, ce renforcement des capacités du secteur privé. Mais les priorités ici, comme certains l'ont dit, par rapport au programme Readiness, comme j'ai dit, l'expertise climatique des parties prenantes. Maintenant, il y a le système de collecte et de collecte des données, certains de mes collègues l'ont dit, et surtout le rapportage de mise en œuvre de ces readiness-là. Puisque certains ont dit qu'il faut demander des extensions, ça veut dire que quelque chose en partie, ça n'a pas marché pour que, conformément au programme qui a été établi, si on dit qu'il faut faire telle chose à tel instant, il faut la faire. Si ça n'a pas été fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et maintenant, il y a un autre aspect, la question de mobilité des acteurs et des parties prenantes, et que ce soit au niveau des services publics ou bien au niveau des privés, un cadre qui gère un dossier, aujourd'hui, s'il trouve une mieux disante, il part avec son expertise, et maintenant, c'est un manque à gagner par rapport. Donc, il faut chercher un mécanisme de renforcement des capacités des institutions elles-mêmes pour que l'expertise qu'ils auront à acquérir soit durable et soit restée pour longtemps pour que ça ne perd pas d'expertise. Bon, donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à la question de l'évolution des secteurs privés et les priorités pour le programme futur de Readiness. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci à tous. Il faut que je revienne sur mon panéliste et après, je vais revenir sur vous. Il y a beaucoup d'énergie, c'est très, très bien. Mais je voudrais parler de deux choses que je pense que c'est très important. Madame nous a parlé de le programme du pays. Et je pense que c'est très important que, bien sûr, qu'on fait les programmes des pays, pas comme qu'un exercice de la bureaucratie pour arriver à un objectif, mais que ça devient vraiment la feuille de route pour traduire les NDC autant que plan d'investissement. Je pense que parfois, les entités d'accès ils ne sont pas très liés à ces programmes stratégiques ou les programmes n'était pas fait pour attirer les différents participants. Je pense qu'un exercice d'une stratégie du pays doit vraiment impliquer tous les différents acteurs. Concernant les chambres de commerce ou concernant je pense que sont des entités qui vont ajouter beaucoup,
Oh, je pense que bien sûr, on peut les faire autant qu'une entité de capacité, mais aussi, il peut que travailler avec des dons, pas avec des autres instruments financiers. Voilà. Si ça, c'est les seules choses que vous avez besoin, je pense qu'on peut travailler avec ce type d'institution. Mais si c'est le secteur privé pour faire une garantie ou pour faire capital de risque, pour faire aussi une obligation, on a besoin d'un autre type d'institution. Mais ça dépend de les manières. Mais je vais continuer parce que, voilà, je viens voir qu'on a 15 minutes avant de finir. Mais je voudrais maintenant avoir l'avis de M. Goïta et concernant la question sur la base du support préparatoire reçu jusqu'au présent, quels mécanismes peuvent être améliorés ou ajoutés pour accélérer les soutiens fournis par les programmes de readiness et l'accès au financement climatique dans les pays? On a déjà parlé un peu, mais s'il y a une chose plus précise, et aussi si vous pouvez aussi parler avec l'adaptation, parce que c'est un secteur qu'il faut qu'on travaille plus approfondi. Je vous en prie. OK, merci beaucoup. Merci au modérateur. Je vais aller un peu plus direct parce qu'on n'a plus assez de temps. Je pense qu'en matière de sport préparatoire, ce qu'on doit faire au niveau national, c'est pour moi d'abord l'élaboration d'un programme pays. Ça, c'est vraiment important et indispensable. Et le deuxième aspect, c'est l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités de tous les acteurs, les gouvernements, les secteurs privés, les OEC, y compris toutes les couches vulnérables. Et après maintenant, chercher maintenant le financement de la mise en œuvre de ces plans d'engagement ou des plans de financement à travers maintenant l'élaboration de notre conceptuel. Il faut d'abord renforcer les capacités des acteurs. Après maintenant, une fois les capacités sont renforcées, les acteurs pourront bien monter les concept notes dans différents secteurs, d'où d'abord les secteurs privés et les autres secteurs. Et maintenant, chercher le financement au niveau du fonds vert et aussi d'autres bailleurs de financement. Donc, concernant les projets d'adaptation, au départ, vous savez, dans les pays, ce n'était pas aussi trop pris en compte par d'abord les bailleurs, parce que c'est maintenant qu'avec les fonds verts, c'est à 50-50. Mais au niveau national, on tente toujours d'aller vers ces projets d'adaptation, mais ils ne sont pas aussi au même niveau que les projets d'atténuation. Mais nous sommes en train de mettre en œuvre au niveau des pays des projets purement adaptation et avec l'appui des uns et des autres pour pouvoir avoir beaucoup de financement dans les domaines spécifiques de l'adaptation. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va revenir sur le sujet de l'adaptation. Mais maintenant, je voudrais avoir l'avis de M. Mbo et concernant la question avec votre expérience. Quelle serait votre suggestion pour améliorer le cycle annuel du programme de readiness du GCF et l'allocation par pays? Ici, surtout, on voudrait mettre l'accent sur l'accès direct. Tout à l'heure, pendant la plénière, on a déjà entendu le ministre de Népal qui nous a dit que les multi-year, voilà, les travailler avec des projets readiness de plusieurs années. On voudrait avoir votre avis concernant ce cycle annuel qu'on a et aussi comment est-ce qu'on peut mettre l'accent sur l'accès direct. Voilà, merci. Merci Henri. Je suis Chermo, directeur général du Centre de suivi écologique. Je pense qu'une grande partie de la question a été déjà répondue par mes collègues. Je voudrais prendre le privilège d'être à la tête d'une institution qui est la première à être accréditée au Fonds vert climat et qui, depuis 5 ans, a travaillé avec pas moins de 8 pays, ou une dizaine d'institutions sur des programmes de readiness. Et à travers ces expériences, il nous plairait de partager un certain nombre de réflexions pour effectivement répondre à votre question.
L'analyse très rapide statistique que nous faisons, c'est la masse d'argent qu'on a mobilisée pour le readiness, autour de 2,3 millions. Mais ce qui a été mis de côté comme des fees pour appuyer l'institution, pour accompagner tout ce processus, ne fait pas 7% de cette masse financière. Autrement dit, il y a un processus de subvention institutionnelle que nous apportons au Fonds vert climat, avec plaisir d'ailleurs, mais qui ne nous donne pas toute la marge de manœuvre qu'il faut quand il faut effectivement accélérer les cycles des projets parce que nous avons des ressources limitées et le JCF n'est pas le seul travail que nous faisons. Il y a énormément de programmes, effectivement, avec d'autres partenaires qui nous incombent. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, je pense qu'il est important de segmenter ces processus de readiness en 4 dimensions. La première dimension, elle est programmatique. Ma collègue Aïssatou, et d'ailleurs, tout ce que je dis, si vous avez des questions techniques, c'est à elle qu'il faut se référer. Je me renseigne tout le temps chez elle pour savoir de quoi il s'agit. Le premier niveau est programmatique. Elle a parlé de programme pays. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le NDC national. Il faudrait qu'il y ait un exercice d'appropriation. Je provoquais mon collègue de la LBA, Aziz, qui est sorti de la salle tout à l'heure, pour dire combien de temps avez-vous lu le NDC du Sénégal pour être sûr que vous ne deviez pas de cette politique-là. Moi, personnellement, je ne le fais pas assez souvent, mais c'est important que chacun s'imprègne de ces documents stratégiques au niveau national, au quotidien, pour pouvoir savoir où mettre les pieds quand il s'agit des approches programmatiques. Le deuxième niveau, il est opérationnel parce qu'il y a tellement de manuels de procédure, des manuels de non-objection, des procédures de mise en œuvre qu'on doit comprendre. Et ce n'est pas très difficile, mais faute de temps, très souvent, on ne s'approprie pas toujours de ces éléments-là. Le troisième niveau, c'est ce que j'appelle le niveau de soutien et d'accompagnement. Paul l'a mentionné, les autres collègues l'ont mentionné, tout ce qui est information, base de données, capacity building, tout ce qui est soutien et processus d'appui. Et en dernier lieu, ce que j'appelle la phase de déploiement ou l'accélération. Comment faire en sorte que la cartographie institutionnelle nous permet d'identifier très rapidement les institutions qui peuvent être accréditées pour que les portefeuilles pays puissent être endossés par les institutions. Une seule institution ne peut pas faire tout le travail. Mais il faut aller très vite à identifier l'ensemble des institutions dans nos pays qui peuvent travailler avec le JCF. On l'a fait avec la LBA et voilà le résultat. Ils font un excellent travail qu'on n'aurait pas pu faire parce que la partie privée n'est pas notre travail. Ils le font excellemment bien. Ça crée une complémentarité. Et de ces diagnostics, je tire 3 petits points que je voudrais partager rapidement. Le premier petit point, c'est les besoins en ressources humaines, particulièrement pour les DP. Il faut qu'on sache écrire rapidement des projets, faire le suivi. C'est un travail intellectuel intense et parfois s'appuyer des institutions internationales, consultations internationales, ne nous permet pas de faire ce saut qualitatif parce qu'ils ne connaissent pas le contexte culturel et géographique. Donc, la meilleure approche pour l'adaptation, qui est une approche locale, doit se baser sur des ressources domestiques. Et ces ressources domestiques n'existent pas dans sa plénitude. Et nous, au CSE, nous cherchons d'autres partenariats avec la Banque africaine de développement et le Global Climate Alliance, JCA, etc. Deuxième point, c'est le cadre de cogestion. Je pense que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Tout le monde a parlé du climat de confiance, des besoins mutualisés et l'identification de la participation des acteurs. Donc, c'était mon deuxième point. Et je termine par le troisième point, c'est le financement des readiness. Nous imaginons, parce que nous gérons pratiquement une dizaine de pays. Pourquoi les institutions qui ont démontré leur capacité de faire du readiness ne puissent avoir la possibilité d'avoir un portefeuille de readiness? On vous dit, vous avez la possibilité de faire 5 pays cette année ou 5 institutions. Voilà le montant global, voilà les institutions. Au lieu de faire pour chaque institution un projet séparé, faire un portefeuille, dire CSE ou LBA, vous avez tant d'institutions à faire. Et si la LBA fait la même chose et d'autres institutions, l'accélération de l'appropriation des procédures du JCA pourrait ça, c'est sur l'aspect financement, l'aspect portfolio. Et en même temps, il faut que JCA pense à financer les facteurs de blocage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de politiques qui sont nécessaires pour le readiness. Par exemple, les politiques de genre, ou bien les politiques de sauvegarde environnementale, ou les politiques de passation de marché. Mais on doit trouver des ressources endogènes pour le faire. Assez souvent, quand ils n'ont pas ça, leur succès pour le readiness peut en pâtir. Et donc, s'il y a un appui pour pouvoir
appuyer ces documents de politique au niveau local, ça pourrait permettre à ces pays de pouvoir rapidement embrasser les conditions qui leur permettent d'être accrédités plus tard. Voilà, j'ai essayé d'aller très vite. J'avais beaucoup plus de points, mais compte tenu du temps, Henri, Bravo, ouais. Voilà. Bravo, bravo, vraiment. Et je pense que les deux panélistes sont adressés à des points assez importants. Et c'est vrai, parfois, on est très compartimentalisé ou les choses ne sont pas, on a des petits projets qu'on répète, on fait beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment créer cette programme dans lequel on peut travailler avec plusieurs des institutions dans les mêmes pays. Ou on peut travailler aussi au niveau des sous-régions ou des régions et comme ça peut-être réutiliser mieux parce qu'il y a des économies d'échelle qu'on peut vraiment profiter, que si on les fait projet par projet, ça prend beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur ça et que nous aussi, autant que Fonds Vert, on peut aider à faire un peu ce brokerage. Voilà, comment est-ce qu'on peut vous faire parler. Parfois, on voit des projets qui sont presque les mêmes. Et voilà, comment est-ce qu'on peut vraiment vous aider à travailler ensemble. Donc, mais merci. Je pense qu'on a eu une discussion assez riche et je pense que votre partage avec votre expérience avec vos expériences sont très, très importants. On voudrait aussi avoir l'avis maintenant de M. Sharfadine dans une question plutôt et que c'est un sujet dans lequel on va mettre beaucoup l'accent, que c'est sur l'adaptation. Mais là-bas, est-ce que, comme la fenêtre spécifique du programme de readiness dédié à la planification et de l'adaptation, peut-elle continuer et approfondir le soutien à l'adaptation, le soutien à l'adaptation publique et privée? C'est quoi votre avis, monsieur? Merci. Merci, monsieur le directeur général, de m'inviter à ce panel de haut niveau. Alors, la question que vous posez est une question centrale et elle est au cœur des débats publics parce que l'adaptation, le financement de l'adaptation est stipulé dans l'article, je crois, 7 de l'accord de Paris et même rappelé également dans la Convention 4 des Nations Unies pour la lutte contre les changements climatiques. Et je crois que c'est dédié par le JCF, par essence dédié par le Fonds vert pour le climat au soutien des mesures climatiques et notamment de l'adaptation. Et donc, moi, je voudrais plaider pour l'augmentation de l'allocation et dévolue pour l'adaptation pour plusieurs raisons. Parce que le système climatique, il est dynamique et il est constamment en changement. Et pour cela, il faut donc une gestion adaptée, une gestion climatique qui soit durable, soutenue et soutenable. Ceci est très important si on veut adresser de manière substantielle les problématiques, les impacts des changements climatiques. Parce que je viens d'un pays qui est déjà affecté par les impacts des changements par les effets des changements climatiques. Et comment approfondir ce soutien? D'abord, il faut une analyse approfondie des risques climatiques. Donc, il faut avoir une connaissance actuelle de l'état climatique et il faut également connaître quelle est l'évolution future du climat. Ceci peut être intégré dans le cadre donc, de la planification de l'adaptation. Et donc, il est important de faire cette analyse détaillée de l'impact des changements climatiques sur les facteurs et sur l'intensité des risques climatiques, voyez-vous. Et aussi, identifier les options d'adaptation. La collègue Aïssata l'avait rappelé, qui sont stipulées et dressées, hiérarchisées dans les programmes pays et que ces programmes pays c'est le lieu de les mettre en œuvre dans le cadre donc des programmes pays et des plans nationaux d'adaptation. Troisième point important, une analyse climatique qui doit également guider l'évaluation de l'impact qui vise à intégrer les changements climatiques dans les secteurs et autres sous-secteurs. Oui. Ceci est important. Et utiliser les résultats de ce modèle pour avoir une évaluation de l'impact sur le plan macroéconomique de ce que représente le coût donc, des changements climatiques d'un point de vue économique. Et enfin, un dernier point par lequel je vais peut-être conclure. Donc, il convient donc de renforcer la fenêtre readiness, pour donc le renforcement des capacités de l'ensemble des parties prenantes
à travers des partenariats stratégiques, donc société civile, partenaires techniques et financiers, acteurs étatiques ou non étatiques, secteur privé surtout. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est peut-être pas votre question, mais c'est la réponse. Non, bien sûr qu'il est. C'est ma réponse. C'est une conversation vraiment et malheureusement, je vois qu'on est presque à l'heure. Mais je vous remercie de votre active participation et de vos précieuses contributions, les membres du panel, mais aussi tout le public qui était très actif en donnant votre avis et aussi votre expérience. C'était un honneur et un plaisir de modérer ces discussions et de prendre note, c'est pas que moi, mais aussi mon collègue Kabichi et des autres collègues qui sont ici, de votre leçon à retenir et de votre suggestion surtout que vous aviez fait visant à améliorer davantage le programme de readiness. Vos propositions et vos contributions faites sont extrêmement importantes et vont nous permettre d'apporter des solutions idoines pour répondre aux besoins spécifiques du pays. Je vous remercie et j'espère que cette conférence nous aide à continuer le dialogue. Et maintenant, avec ça, je pense qu'on est fini pour la journée. Et merci pour une journée assez chaleureuse, mais aussi très impliquée. Merci. Bonne soirée.